L'invité de France Info ce matin est Hugues Rançon, député La République En Marche de Paris, vice-président de l'Assemblée nationale. Jean-Michel Apathy. Bonjour Hugues Rançon. Bonjour. Un fait divers trouble l'opinion publique. Une jeune fille de 13 ans, Angélique, a été retrouvée morte dans le Nord. L'homme qui a avoué ce meurtre est un récidiviste sexuel. Donc du coup, dans le voisinage aujourd'hui sur la commune, l'émotion est considérable. Vous faites la loi, Hugues Rançon, vous faites partie de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il faut modifier quelque chose pour éviter, si on le peut, ce type de crime odieux qui est donc une récidive sexuelle? Écoutez, cette émotion, elle est évidemment partagée par tous les Français aujourd'hui, je crois. C'est un crime odieux, c'est un drame. Je pense cependant qu'il ne faut pas forcément avoir une législation de l'émotion. Un parlementaire, fût-il de la majorité comme je suis, ne va pas arriver le lundi matin en apprenant ce drame et en ayant une solution toute faite, toute fabriquée pour faire face à ce type de crime. J'ai les mêmes éléments que vous, ce que j'ai lu ce week-end dans la presse, à savoir que le suspect, puisqu'il reste encore un suspect, même s'il a avoué les faits, est un homme qui avait été déjà incarcéré pendant 9 années suite à un viol, qu'il était fiché sur le fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Alors évidemment, beaucoup de questions se posent aujourd'hui, ce matin, et on aura à réfléchir collectivement. Des questions sur le suivi, évidemment. Sur le suivi. A-t-il été un suivi de qualité? A-t-on négligé quelque chose? Et puis aussi, cet étonnement des populations, du voisinage. Voilà un homme peut-être dangereux qui était là parmi nous, nous n'en savions rien. Même le maire de la commune a dit ben non. Et donc, du coup, on se demande s'il faut donner une information, si on le fait, évidemment... on transforme sans doute ces gens-là en parias, mais on est un peu désemparés et on attend quelquefois de la politique qu'elle donne des réponses à ce genre de Ces questions sont légitimes. C'était un criminel, c'est un criminel, à l'évidence, qu'il avait purgé une peine de prison. Je suis aussi attaché au principe, et dans un état de droit, la prison vient sanctionner une peine, mais elle ne vient pas sanctionner une existence, et que celui qui a purgé sa peine devrait pouvoir justement voir se passer derrière lui et pouvoir se projeter dans une nouvelle vie, dans une vie de réinsertion. Aujourd'hui, c'est une vraie réflexion que nous devons avoir aussi sur le rôle des prisons, la capacité des prisons à corriger, mais à ne pas sanctionner une existence, la capacité des prisons aussi à ne pas accélérer les phénomènes de délinquance, à ne pas produire davantage de maux qu'elle n'est censée en pallier. Vous le disiez, Hugues Rançon, beaucoup de questions restent posées, bien entendu. Nous suivrons l'évolution de cette tragique histoire dans les heures et les jours qui viennent. Est-ce que vous serez appelé à légiférer, puisque décidément vous êtes sur tous les fronts à l'Assemblée nationale, sur le service national promis par Emmanuel Macron lors de sa campagne présidentielle? Ce week-end, des journaux, le journal du dimanche notamment, a évoqué un rapport qui va être remis au président de la République sur ce fameux service national unifié. Alors rien universel, pardon, oui, pas unifié. Rien de militaire, visiblement, dans ce rapport. On garderait les jeunes en internat à partir de 16 ans pendant 1 mois pour leur apprendre les gestes de premier secours, des réflexes à avoir lors d'une situation de crise. On leur ferait un peu d'instruction civique et on se dit tout ça pour 2 ou 3 milliards, c'est quand même beaucoup. Vous pensez que c'est utile, ce genre de service? Je pense d'autant plus que c'est utile que c'était une proposition du candidat Emmanuel Macron et que les si propositions n'est pas terrible, et les promesses qui ont été faites devant les Français, nous avons la ferme intention de les tenir. Même si ça sert à rien. En revanche, Jean-Michel Apathy, ce que vous me dites ce matin, c'est ce que vous avez lu dans le JDD, comme moi. Ce sont des propositions qui auraient été remises au président de la République, qui aura à prononcer un arbitrage. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas le format définitif tel qu'il est fait. En revanche, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que la majorité est déterminée à avancer aussi sur ce point, à savoir que nous avons... Vous l'avez rappelé tout à l'heure à l'antenne un peu plus tôt, que j'ai travaillé longtemps avec Jacques Chirac. Jacques Chirac avait mis fin au service militaire, précisément parce que nous passions à une armée de métier, mais que ce temps-là, ce temps de rassemblement, ce temps de recensement aussi des difficultés d'une classe d'âge, ce temps de partage de valeurs autour de la République, c'est un temps qui aujourd'hui manque. Et la proposition d'Emmanuel Macron, c'était de recréer justement un temps partagé, un temps d'adhésion aux valeurs de la République, un temps où l'on peut apprendre aussi un certain nombre de gestes qui sauvent. Vous évoquiez la capacité qu'on a à réagir à des crises. C'est aujourd'hui quelque chose, je crois, qui manque dans notre jeunesse. Travaillons ensemble de manière dépassionnée au format le plus consensuel et le plus efficace, parce qu'en effet, ça aura un coût. Et à partir du moment où un euro public est dépensé, il faut qu'il soit efficace. Alors on verra les contours, en effet, dans quelques jours ou quelques semaines. Il y a une chose sur laquelle, visiblement, vous ne semblez pas transiger, c'est le caractère obligatoire
de ce mois de service. Ça, c'est acquis pour vous? Mais vous savez, il y a beaucoup de choses qui existent déjà aujourd'hui. Le service civique, par exemple, le caractère volontaire. Oui, le volontaire. Voilà, il y a des choses qui existent déjà. Aujourd'hui, nous sommes sur une réflexion différente qui consiste justement à obliger les jeunes d'une classe d'âge à participer à ce temps de partage, à ce temps d'apprentissage dont on se rend bien compte aujourd'hui dans la société qu'il fonctionne. Mais si vous avez aujourd'hui l'arbitrage Jean-Michel Apathy, je m'en réjouis. Je ne suis pas sûr que ce soit un mois. Il y a eu des propositions, il y a eu une mission parlementaire qui a été faite il y a quelques semaines où on évoquait 3 mois. Ça peut être aussi, puisque c'était des propositions qui avaient été faites des temps séquencés, avec une partie dans la scolarité, d'autres parties qui seraient ultérieures. Le seul qui a parlé de 3 mois, pour être précis, c'est Emmanuel Macron. Au détour d'une phrase au mois de février, il a dit 3 mois. Voilà. Ça a surpris tout le monde, parce qu'avant, il disait 1 mois. Alors, donc aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est que je n'ai pas plus que vous l'arbitrage du président de la République. Des propositions sont sur la table. En revanche, ce temps-là nous paraît indispensable. Vous, bien sûr, c'est un engagement de toute façon qu'on a pris devant les Français. Et celui-là, comme les autres, nous voulons le tenir. Même si ça ne sert à rien. Je ne suis pas sûr que ça sert à rien, puisque précisément, je vous dis justement qu'aujourd'hui... Mais non, Jean-Michel Apathy. Excusez-moi, il y a un totem, il l'a dit pendant la campagne, donc on va le faire. Mais 1 mois, enfin, ça sert à rien, 1 mois. Vous avez reproché, pas vous à titre personnel, évidemment, mais les Français ont beaucoup reproché aux différents candidats et aux différentes personnalités élues de ne pas respecter leur programme, pour qu'aujourd'hui, on ne puisse pas s'étonner qu'un candidat veuille respecter le programme et les propositions qu'il a faites. De vous à moi, monsieur Ranson, vous avez travaillé avec Jacques Chirac. Heureusement qu'il n'a pas respecté son programme. C'est une conviction personnelle que vous nous livrez ce matin, Jean-Michel Apathy, mais nous sommes ravis de l'entendre. Il en a changé dès novembre 1995. Certains même s'en doutaient de vos convictions. Il en a changé dès novembre 1995. Et lui, en mai 1995, il en a changé. C'est tout à fait juste. Et justement, c'est justement pour éviter ce sentiment de trahison de la part de l'électorat qui a eu lieu en 1995. Qui a eu lieu en 1995, comme ça a eu lieu après avec les autres présidents de la République. Je pense au discours du Bourget de François Hollande qui n'était pas exactement conforme à ce qui a été engagé par le président Hollande. Je pense que c'est ce sentiment de trahison qui a fait aussi que la politique est en crise. Aujourd'hui, vous avez un président de la République qui souhaite appliquer de manière intransigeante et stricte le programme pour lequel il a été élu. Restez avec nous, Hugues Ranson. 8h40, l'essentiel de l'info avec Agathe Mahuet. Des étudiants, une fois de plus, expulsés d'une université à Paris 3, la Sorbonne Nouvelle, évacués avant l'aube, vers 4h30 ce matin. Les policiers ont chassé une 50aine de personnes, mobilisées contre la réforme de l'accès à l'université. Le campus de Censier était bloqué depuis 3 semaines. L'AFP annonce la mort de l'un de ses photographes dans l'attentat de ce matin à Kaboul. La capitale afghane frappée par une double attaque suicide. Le bilan ne cesse de s'aggraver, il est passé à 21 morts. Plus de 2 mois de marche entre la frontière franco-italienne et Calais. Une marche de solidarité avec les réfugiés qui s'élance ce matin depuis Vintimille. Elle est organisée par l'Auberge des Migrants. Depuis 10 jours, l'extrême droite multiplie les actions pour empêcher les clandestins de fouler le sol français. Paris, Nantes, Montpellier et Detroit, 3 clubs français qualifiés pour le dernier carré de la Ligue des Champions de handball. C'est une première. En demi-finale, les 26 et 27 mai prochains, il faudra quand même en passer par le tenant du titre, les Macédoniens de Skopje. Et puis 5 départements près de la Manche placés en vigilance orange pour de fortes pluies et un risque d'inondation. Le Calvados rejoint également la liste de Météo France. France Info. Hugues Ranson, député de la République En Marche de Paris, vice-président de l'Assemblée nationale et l'invité de France Info, Jean-Michel Apathy. Voilà 1 an qu'Emmanuel Macron est à l'Élysée. Nous avons publié vendredi un sondage Odoxa Densu Consulting. 59% des Français se disent mécontents de l'action du gouvernement depuis 1 an. Pas terrible comme résultat. Comment vous l'expliquez ? Ça peut évidemment toujours être mieux. Aujourd'hui, je crois que si certains peuvent contester telle ou telle mesure, les Français reconnaissent que cette majorité est au travail, que le président de la République est là pour agir, qu'il est là pour faire et qu'il est là pour en réalité engager un certain nombre de réformes. Mais vous avez du mal à convaincre. Difficile, Comment évidemment. Vous l'expliquez ? Je crois que c'est, vous savez, quand on lance un mouvement de transformation aussi profond, que nous voulons avoir autant de densité dans ce qui est fait avec un programme législatif notamment et parlementaire qui va être très chargé jusqu'à l'été avec des réformes tous azimuts dans tous les domaines. Évidemment, il y a la nécessité d'avoir de la pédagogie sur chacune des réformes, je crois que c'est fait, mais il y a aussi la nécessité d'avoir une vision d'ensemble, une prise de hauteur pour expliquer
peut-être mieux que nous le faisons jusqu'à présent, quel est le sens de ce que nous faisons? Quelle est la société que nous sommes en train d'imaginer, celle qui était, je le répète, dans notre programme, mais en réalité, faire toutes ces mesures, c'est indispensable. Les faire aussitôt dans le mandat, c'est évidemment nécessaire parce que nous avons la légitimité du suffrage pour les mener aussitôt, parce que nous avons besoin également de résultats, et puis les faire toutes ensemble, c'est parce que les unes sont interdépendantes des autres et que précisément nous avons besoin de remettre la France en ordre de marche. Laurent Berger de la CFDT a une autre explication. Il vous trouve un peu trop, du moins Emmanuel Macron, un peu trop vertical, un peu trop autoritaire et n'associant pas assez les personnes concernées par les réformes. Laurent Berger de la CFDT était l'invité d'Europe 1 hier. Il considère que lui peut tout et que les corps intermédiaires sont un supplément d'âme et pas forcément nécessaire. C'est une profonde erreur. On ne transforme pas la société si on n'emmène pas ceux qui sont concernés avec soi et si on ne construit pas ces transformations dans la confrontation des points de vue différents. Voilà, profonde erreur de ne pas associer suffisamment les gens concernés par les réformes. C'est une critique que vous entendez, Granson ? Vous savez, en cette veille de 1er mai, je vais vous dire ce matin ma conviction, c'est que je crois que nous devons avancer avec les partenaires sociaux, nous devons avancer avec les syndicats et nous devons justement pouvoir, de manière dépassionnée, avancer dans une discussion traditionnelle dans la démocratie sociale, dans le respect et les corps intermédiaires. Ils le disent, ils les doivent négociations être ne donnent rien. Associés. On ils ne doivent jamais. pas être Ils le disent tout le temps. ni politisés, c'est la CFDT qui le dit. Ni politisés, ni sectaires. Je ne parle pas évidemment, je vous voyais venir Jean-Michel Apathy, je ne parle pas de la CFDT, mais justement, je crois que ce pays a besoin justement des syndicats et que nous devons avancer main dans la main. Vous aurez noté que sur chacune des réformes, il y a un temps de concertation, de discussion, plus que cela n'a jamais été fait dans ce pays. Sur chacun des sujets. Quand Nicole Belloubet lance sa réforme de la justice, il y a des mois auparavant les chantiers de la justice. Lorsque Muriel Pénicaud, précisément, avance sur le sujet de la modification du Code du travail, de l'apprentissage, de la formation professionnelle, de l'assurance chômage, c'est au terme d'un long processus de discussion, de négociation. Mais des discussions Ensuite, il y a... Excusez-moi, des discussions disent les syndicats qui ne servent à rien, parce qu'on nous dit voilà ce qu'on va faire et merci d'être venu et au revoir et à la prochaine fois. Au point d'ailleurs, au point que désormais ça va se passer avec le Premier ministre, donc la ministre des Transports. Sur la SNCF, mais ça c'est un autre sujet. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez... Ça révèle la difficulté qu'il y a à discuter. Une méthodologie qui est très claire, concertation et discussion, puis décision. Et ça, vous avez en effet un président de la République qui souhaite avancer, qui n'est pas là pour faire une thérapie de goutte à goutte ou d'homéopathie. Nous sommes là pour transformer en profondeur le pays. Je crois que nous avons pris en 2017 un pays qui n'allait pas bien. Et si le pays n'allait pas bien, c'est que les grandes décisions n'avaient pas été prises. Pardon de vous couper, mais vous avez dit une chose importante juste avant. Vous avez dit peut-être qu'il faut mieux expliquer les choses. Ça veut dire peut-être qu'en effet, les ministres, comme on fait souvent le reproche, ne sont pas assez politiques, ont du mal à venir, par exemple ici le matin, expliquer la politique du gouvernement. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de casting ? Non, il n'y a évidemment aucun problème de casting. Vous savez que ils sont bons chacun dans leur domaine, mais ensuite pour venir expliquer la politique du gouvernement, la politique d'ensemble, ça coince. Je crois que justement... Vous n'auriez pas envie d'en remplacer un ou deux ? Non, je vous remercie de me prêter autant d'ambition, Jean-Michel Apathy, mais vous savez, c'est peut-être celle qu'on ne m'avait pas encore prêtée que vous évoquez ce matin au micro. Non, je crois qu'aujourd'hui, on a un casting qui est une forme de Dream Team qui avait été opéré par Emmanuel Macron avec des personnalités qui sont reconnues chacune dans leur domaine. C'est ça. Jean-Michel Blanquer dans l'éducation nationale, Muriel Pénicaud, Agnès Buzyn, Laura Flessel dans le domaine des sports. Ce sont des personnalités qui étaient inconnues des Français il y a encore un an. Alors vous ne pouvez pas, il y a un an, nous dire « Oh là là, il faut vraiment qu'il y ait des nouvelles têtes et qu'on fasse autrement ». Et une fois que vous avez des nouvelles têtes et qu'on fait autrement, regretter l'ancienne époque où vous aviez des professionnels de la politique qui pouvaient s'occuper de manière aussi pertinente, selon eux, des questions de santé ou des questions de sécurité. Non, aujourd'hui, vous avez des spécialistes, vous avez un chef du gouvernement qui, justement, mène cette équipe selon le principe du chef d'orchestre et qui donne la parole et qui donne la mesure de l'action. Et puis, vous avez un président de la République qui donne le cap, qui fixe la stratégie et qui tranche. Vous avez un président qui agit et qui fait. Il y en a un qui profite de la situation. Il est ancien président de la République. Il a un livre à vendre. Ça s'appelle « Les leçons du pouvoir ». C'est publié chez Stock. Il s'appelle François Hollande. Il était mercredi dans l'émission Quotidien et vendredi sur CNews. Le président des riches, c'est ce qu'on entend beaucoup. C'est ce que vous pensez ? Non, ce n'est pas vrai. Il est le président des très riches.
Est-ce que vous avez été le président des très pauvres ou même des pauvres? Oui, je vous réponds oui. Durant mon quinquennat, les inégalités se sont réduites. Il attaque sec, hein, François Hollande. Ça fait du mal, non? Écoutez, ça fait du mal? Moi, je ne souhaite pas avoir de propos indélicats sur François Hollande, qui a été le chef de l'État. Je vous dis juste la position, par exemple, qui était celle de Jacques Chirac quand il a quitté l'Élysée, qui était justement, et il y avait beaucoup à dire, de ne pas commenter l'action de son successeur. Aujourd'hui, François Hollande a un livre à vendre. Il est dans une campagne de promotion pour vendre des livres. C'est très bien. Il est connu pour avoir des bons mots, pour avoir... président des très riches, ça pour fait avoir mal, hein. de l'humour. Oui, mais c'est le même président, puisqu'on parle de livres, qui est, nous disait-on, parlait descendant lorsqu'il parlait des Français qui étaient dans la difficulté. C'est pas mal comme... Non, mais c'est assez habile ce que vous faites et ce que font beaucoup de gens de La République En Marche ou du gouvernement depuis quelques jours. C'est assez malin. C'est plutôt que de répondre sur le fond de ce que dit François Hollande, sur le fond, s'en prendre à... Non, mais c'est malin. Sur le fond, je vous félicite. On peut en parler. C'est un décryptage de la communication. On peut en parler. C'est juste que ça permet d'éviter des inégalités de l'ISF. On peut en parler très facilement parce que vous savez que la critique peut être tout à fait légitime. L'accusation de président des riches, elle ne date pas de l'émission de François Hollande. Mais sur justement les sorties, puisque vous m'interrogez sur François Hollande, vous avez aujourd'hui un ancien chef de l'État qui est devenu sous-porte-parole d'un courant, d'un mouvement minoritaire. Je trouve ça regrettable. Aujourd'hui, il souhaite se placer dans cette situation. Ce n'est pas celle que j'aurais choisie à sa place. Et je crois que, justement, compte tenu de la situation qui était celle de la fin de son quinquennat, de la France que nous avons prise quand nous sommes venus aux responsabilités, j'inviterai peut-être François Hollande à avoir un peu plus d'humilité et de recul. Un mot sur le fond. Sur la question du fonds et du président des riches, c'est une accusation qui a été portée, qui est, je crois, très éloignée de la réalité de la politique qui est menée. Lorsque nous augmentons les minima sociaux, lorsque la feuille de paye de 21 millions de Français augmente grâce aux mesures qui sont prises en matière de cotisation sociale, lorsque nous travaillons justement sur la baisse dans un premier temps et la suppression de la taxe d'habitation, évidemment, ce sont des mesures qui bénéficieront aux Français, à leur pouvoir d'achat, à l'attractivité, à la compétitivité économique du pays. Et aujourd'hui, nous voulons être jugés sur les actes et les Français nous jugeront à la fin du mandat sur les actes en matière de pouvoir d'achat, en matière d'activité économique, en matière de chômage. D'un mot, on a l'impression que François Hollande se venge de ce qu'il pense être la duplicité d'Emmanuel Macron, qui lui a pas forcément dit quand ils travaillaient ensemble, tu sais, je vais être candidat. Il est possible que François Hollande ait une forme de ressentiment personnel. C'est possible. C'est possible. Je crois l'avoir également saisi autant que vous. Bien, vous restez avec nous. Hugues Rançon, il est 8h50. Voici l'essentiel de l'info avec Agathe Maheuet. Les voisins confiaient régulièrement leurs enfants à cet homme qui allait les chercher à l'école. Voilà ce que révèle abasourdi l'adjoint au maire de Vambrechy. Après la mort d'Angélique, 13 ans, retrouvée dénudée dans la forêt à Quesnoy-sur-Deule, le suspect âgé de 45 ans était inscrit au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles. La reprise des négociations à Air France, l'intersyndicale et la direction de la compagnie se donnent une nouvelle chance cet après-midi à Roissy, alors que la grève d'une partie du personnel se poursuit. 4 journées supplémentaires de mobilisation dès ce jeudi et jusqu'au 8 mai. Un scandale au Royaume-Uni qui force la ministre de l'Intérieur, proche de Theresa May, à démissionner. Amber Rudd s'en va après avoir tenté de cacher que le gouvernement britannique avait des objectifs en matière d'expulsion d'immigrés clandestins, des travailleurs venus des Antilles jusque dans les années 70. Et puis Nicolas Hulot veut assurer la pérennité des ours du Béarn en réintroduisant cet automne 2 femelles. Mais de nombreux éleveurs dans le département ne sont pas de cet avis. À Pau, ce matin, une manifestation contre les ours est prévue devant la préfecture. France Info. Hugues Rançon, député de La République En Marche de Paris, vice-président de l'Assemblée, l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. Mediapart a publié, le site Mediapart des Double-Plaines a publié samedi des éléments comptables de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Il apparaît en regardant ces documents qu'une société GL Events a consenti des ristournes importantes pour l'organisation de 2 meetings du candidat Macron. La société le reconnaît, c'est une négociation commerciale, a-t-elle dit, c'est normal. Elle a facturé le tarif normal à François Fillon, mais elle a consenti 2 ristournes importantes pour Emmanuel Macron. Ceci a étonné le trésorier de la campagne socialiste, Jean-François Debat, qui a publié un tweet samedi assez dur. Il n'a pas été le seul d'ailleurs à le faire. Je pense qu'on va le voir. On rappelle que tout geste commercial, entre guillemets, d'une entreprise à un candidat est totalement illégal et entraîne l'inéligibilité du candidat. C'est étonnant de lire ça aujourd'hui.
de comprendre que peut-être des gens ont avantagé je n'ai de manière illégale le candidat Emmanuel Macron. Aucun élément sur cette allégation de Mediapart. Je vois que... Une allégation la société le reconnaît. Une assertion, oui. Enfin, la société le reconnaît. Et donc, dans ces cas-là, il y a vous savez, 100% de réduction. Il n'a pas payé la salle. Des procédures qui sont en France dans un état de droit destinées à être respectées pour valider des comptes de campagne, pour examiner ces faits-là. Les comptes ont été validés. Ce n'est pas à Mediapart de décider ce qui est autorisé ou ce qui n'est pas autorisé. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas d'éléments précis à vous donner sur ce sujet. Je sais juste que dans cette situation, les hommes politiques, et a fortiori ceux qui réussissent leur démarche qui était considérée comme sans aucune chance d'aboutir, sont scrutés avec un microscope pour voir quels sont leurs comportements, et vous savez savez bien que sur les questions du financement, vous savez bien, Jean-Michel Apathy, si vous me permettez de répondre à la question. Ils ont été décortiqués. Ça a d'ailleurs déplu au candidat Mélenchon, qui a dit ce qu'il avait à dire de la presse en des mots que je ne rappellerai pas ici, mais qui n'étaient pas forcément très sympathiques. Et maintenant, les comptes d'Emmanuel Macron sont accessibles, donc on les regarde. Ils ont été validés par la commission de campagne. Ils ont été validés. Et voilà. Ça ne veut pas dire que tout est au cordon. Non, mais ça ne veut pas dire que l'inverse de votre réflexion n'est pas réel non plus. Mais il y a deux ristournes reconnues par la société. Écoutez, qui semble poser problème parce que c'est illégal. Voilà. Ça semble poser problème à Mediapart et ce matin relayé par Jean-Michel Apathy. Aujourd'hui, je vous dis que dans un état de droit, il y a des procédures et il y a aujourd'hui des comptes qui ont été validés. Bon, c'est jamais très clair la politique. Non, mais je crois que sur la question du financement de la campagne électorale d'Emmanuel Macron, vous vous souvenez qu'il y a à peu près un an, il était accusé à tort et à travers de financement de comptes qui seraient à l'étranger. Les choses ont été démenties dans les faits. Moi, je vous parle en réalité de choses qui ont été vérifiées scrupuleusement par plein de gens qui lui voulaient évidemment beaucoup de bien et qui considéraient que les choses devaient être suspectes. Aujourd'hui, elles ne le sont pas et tout a été validé. Les gens qui ont regardé les comptes notent que cette société a facturé plein pot à François Fillon, elle n'a pas facturé plein pot à tout le monde. Donc on verra si François Fillon devient un modèle de vertu, nous regarderons cela de plus près en effet. Vous êtes élu à Paris, c'est une question plus facile ça. Les élections municipales, qui c'est qui va être candidat pour vous à Paris ? C'est dans 2 ans, les élections municipales à mais Paris. Nous, on y pense déjà. C'est-à-dire qu'on s'en occupe maintenant. Vous n'y pensez pas du tout. Nous, on y pense, mais vous y pensez pas du tout. Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, La République En Marche, elle a vocation à proposer un projet aux Parisiens, avec des propositions nouvelles pour faire de Paris une ville attractive, dynamique, de solidarité. Évidemment, nous avons à déterminer un calendrier, une méthode pour pouvoir avancer avec les Parisiens, avec un diagnostic partagé de la même façon que nous l'avions fait avec la Grande Marche. Nous allons aller voir les Parisiens pour savoir quel est leur état d'esprit par rapport justement à ce qui est conduit aujourd'hui à Paris, à ce qui est mené, à leurs difficultés du quotidien. Mais la République En Marche sera dans la course. Tous les parlementaires, au municipal à Paris. Vous avez aujourd'hui, mais la République En Marche a évidemment vocation à proposer un projet et des propositions aux Parisiens. Évidemment, la question de l'incarnation viendra bien plus tard. Vous savez, le renouvellement, c'est pas avoir des nouvelles têtes en 2017 qui vont truster tous les postes pendant 30 ans. Ça a été fait et ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, notre exigence, mais chacun peut y penser et je crois qu'aujourd'hui, j'imagine que vous allez m'en donner quelques-uns. Vous les connaissez, je ne vais pas vous les donner. Mais vous les connaissez. Mais aujourd'hui, vous savez... même d'Édouard Philippe, tiens. Ça serait un bon candidat. Mais je ne suis pas sûr qu'on soit dans ce temps-là. Vous savez, la politique... Vous ne croyez pas qu'Emmanuel Macron, il pensait à se présenter à la présidentielle 2 ans avant ? D'apporter des propositions. Mais Emmanuel Macron, il a fait les choses dans l'ordre. Il est allé voir les Français avec une grande marche pour avoir un diagnostic. Ouais. Il a posé ensuite une démarche politique nouvelle pour pouvoir justement proposer aux Français quelque chose qui n'existait pas. Aujourd'hui, essayons justement de dupliquer ce qui a fonctionné à l'élection présidentielle au niveau local, mais ça veut dire 2 choses, un programme et des propositions ambitieuse d'une part, et aussi renouveler le personnel politique, faire venir à la politique au niveau local des représentants de la vie associative, de la vie économique, des parents d'élèves, des gens qui s'engagent et qui ont envie de s'engager. C'est ça l'enjeu des municipales à Paris comme ailleurs. Dans le cadre de cette bataille, vous pourriez vous allier à une autre force politique à Paris. Mais vous savez, la question des alliances, précisément, n'a aucun sens. Je vous parle de propositions, je vous parle de logement, de propreté, de garde d'enfants, de mobilité et de circulation. La question des alliances, ce sera une question qui se posera si nous avons des listes. Et si nous avons des listes, elle se posera une fois que nous aurons les résultats et qu'une fois que les Parisiens auront sanctionné le programme et les propositions que nous leur aurons faites. Et donc, c'est dans cette... Ça va se lancer quand, là, cette grande consultation ? C'est dans cette démarche-là et dans ce calendrier-là que nous allons devoir travailler. Mais vous me parlez aujourd'hui des municipales. Nous avons une prochaine échéance qui sera une échéance
européennes, les prochaines élections, ce ne sont pas les élections municipales dans 2 ans, c'est les élections européennes l'année prochaine, et ça va aussi concerner le quotidien de beaucoup de nos concitoyens. D'ailleurs, on ne connaît pas la tête de liste encore. Toujours pas. Mais non, mais on a le temps. Hein, D'abord le projet. Vous ne me prêtez pas cette ambition quand même, Jean-Michel. Non, je vous en prêtais beaucoup, mais celle-là, peut-être, je ne sais pas. Je n'ai pas réfléchi à la question, mais pourquoi pas. Hein. Merci beaucoup, Hugues Rançon. Très bonne journée à vous.